Catherine Indiana Loubet sur ma chaîne YouTube Envol et Sillage, aéronautique et marine. Bonjour à tous. 50 ans des vols commerciaux de Concorde, British Airways Air France, 1976-2026. Nous fêtons aujourd'hui au Musée de l'Air et de l'Espace dans le hangar, où se trouve le prototype Concorde ainsi que le dernier vol arrivé Sierra Delta d'Air France. Dans la foule du hangar, j'ai rencontré Monsieur Pierre Grange, qui est un des pilotes Concorde et qui a accepté de témoigner en ce jour. Il y aura beaucoup de monde, bien sûr, vous l'entendrez en arrière-plan. Également quelques personnes qui se sont jointes, encore une fois spontanément, dont Monsieur Bernard Combel, directeur à l'époque de la maintenance Concorde. Voilà, nous sommes au Bourget, dans le hall Concorde, puisque aujourd'hui c'est le cinquantenaire en fait des premiers vols commerciaux de Concorde, British Airways Air France. Et j'ai à mes côtés, parmi déjà la foule qui arrive, Monsieur Pierre Grange, qui est pilote Air France et qui a piloté bien sûr Concorde. Qu'est-ce que ça vous fait de vous retrouver devant le Concorde et surtout aujourd'hui ? Moi déjà je me souviens de ce jour de 21 janvier 1976 puisque ça avait été médiatisé, on a vu les décollages des vols Air France et British Airways avaient été synchronisés par les contrôleurs de tour, donc on le voit encore sur les archives de l'INA, les deux avions mettent la puissance en même temps et s'envoler en même temps. Et puis c'est vrai que on avait suivi depuis déjà de nombreuses années les péripéties de cet avion et le voir s'envoler avec des passagers comme un avion lambda, j'allais dire, ça a été quand même, on sentait que c'était un moment historique. Et d'autant plus qu'à cette occasion, Air France inaugurait une nouvelle livrée qui est toujours en vigueur aujourd'hui. Et l'avion avec ses lignes tout à fait originales et puis cette nouvelle livrée allait vraiment marquer les esprits, quoi. Et puis le monde entier allait le découvrir surtout parce que jusqu'à présent c'était plutôt une affaire franco-anglaise, quoi. Non, c'est un grand souvenir. Alors après évidemment j'ai eu la chance de pouvoir en voler dessus 8 ans après. C'est toujours un peu la surprise, la chance au sens anglo-saxon du terme, c'est-à-dire le hasard qui fait qu'on arrive à être, voilà, il n'y a plus qu'une place, et c'est pour vous, donc c'est très bien. C'est vrai, quand on vous dit le stage Concorde c'est dans 2 mois, ça vous fait un drôle d'effet, quoi. Non, et c'est 5 années vraiment passionnant. Et amical aussi, puisque voler sur Concorde c'est extraordinaire parce qu'on vole avec des amis. Dans une grande compagnie comme Air France, vous avez une flotte de quelques appareils, on est à peu près une douzaine de pilotes et mécaniciens navigants et les hôtesses et stewards, je ne sais pas combien ils étaient, mais très rapidement on se connaît tous, quoi. Ce qui fait que justement 50 ans après, quand on se retrouve, on s'en souvient. C'est un avion qui imprime beaucoup, à tout point de vue, c'est-à-dire au point de vue technique, et puis aussi au point de vue affectif. Oui, c'est ça, il y a un lien. On sent, toute personne qui parle de Concorde, il y a un lien affectif avec cet avion. C'est la magie même du programme Concorde, parce que c'est ce que j'essaye de faire comprendre, que cette magie, ça a commencé lorsque le projet a été lancé en 62. C'est un projet qui a motivé tous les bureaux d'études, les ingénieurs, et déjà ça a commencé là. Et ensuite, ça s'est poursuivi en exploitation. Alors, les gens ont l'air de dire, c'est parce que c'est le luxe, non, je crois pas. C'est parce que c'était un peu exceptionnel à tout point de vue, par la taille, par la mission. Puis en plus, les équipages Concorde, on était très unis. J'ai pas souvenir de quelqu'un dans l'équipage qui faisait pas son boulot, qui était une charge pour les autres. Donc on avait l'impression de tous bien veiller à bien faire notre travail, peut-être un peu plus que sur un autre avion. Est-ce que c'était peut-être aussi un peu
comme si c'était un esprit pionnier, comme l'avaient, je veux dire, les premiers qui ont volé. Alors justement, ça, non. Moi, quand je suis arrivé sur Concorde, je pensais arriver dans un endroit où, effectivement, ici se trouvent les plus forts, les plus je sais pas quoi. Et puis non, j'ai trouvé un groupe de gens qui faisaient leur travail avec beaucoup d'applications. C'était plutôt une niche dans la compagnie. D'accord. Et avec un peu de jalousie des autres qui se traduisait par « Ah oui, tu vas toujours à New York ». Oui. Je me souviens d'un jour, quelqu'un qui me dit « Tu vas à New York ?» Je dis « Ah ben non, là aujourd'hui je vais à Saint-André-de-l'Eure ». C'est ma petite revanche. Non, c'était plutôt une petite niche, parce que la grandeur de cet avion, c'est d'avoir été un avion de ligne. Oui. Un avion de ligne, il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas d'esbrouf, il n'y a pas on fait le boulot et on fait attention à ne pas faire de bêtises, quoi. Par opposition à peut-être les avions d'armes, où l'objectif c'est d'être plus fort que l'autre, voire éventuellement de l'impressionner. Alors évidemment, en présentation, on aimait bien jouer des post-combustion et des choses comme ça, mais c'était l'ADN quand même de l'équipage Concorde, c'est de faire comme sur un avion de ligne, un vol à l'heure, en sécurité, en ayant fait plaisir aux passagers. Alors, c'est vrai que ça fait penser aussi un peu à un avion de chasse, mais puisque sa vitesse quand même était quand même unique. Aujourd'hui, on n'a pas d'avion de ligne qui est cette vitesse-là, qui atteint cette vitesse-là. C'est sûr, mais le comparatif avec l'avion de chasse, il va pour la ligne de l'avion, il va même plus vite que les avions de chasse. Oui, les avions de chasse, oui. Moi j'ai eu la chance de faire un peu de Mirage 3, Mach 2, on y va, mais on reste absolument pas longtemps, parce que c'est... Donc, mais en revanche, la comparaison s'arrête là. Les gens qui disent le Concorde, quand ils disent en pilotage c'est un avion de chasse, ils n'ont jamais piloté un avion de chasse. C'est vraiment autre chose, un avion de chasse. Je parlais de vitesse. Voilà. Mais quant à la vitesse, oui, mais la grande particularité par rapport aux avions d'armes supersoniques, c'est comme ils restent longtemps, ils chauffent beaucoup. Parce qu'un avion, le Mirage 4, je ne me souviens pas combien de temps il pouvait rester au maximum en supersonique, mais bon, il baignait dans une atmosphère à plus de 100 degrés comme le Concorde, mais lui, ça durait peut-être une demi-heure et après il redescendait pour ravitailler. Alors que là, 3 heures dans une atmosphère à 100 degrés, tout chauffait, hein. La tôle, les liquides, hydraulique, carburant et tout, et même à l'intérieur. Si quelqu'un vous dit demain, je suis allé à New York en Concorde et j'ai eu froid, c'est que c'est pas vrai, quoi. On n'avait pas besoin de petite laine, au contraire, il y avait un problème pour arriver à faire de la fraîcheur pour les passagers et puis pour les équipements aussi. Tout à l'heure, vous me disiez, on regardait Concorde, on l'admirait. Et vous m'avez évoqué justement quelque chose qui est superbe aussi, comme détail, vous me direz, mais qui a son importance. Quand on regarde le cockpit, après le nez, on arrive après le nez, hein, bien sûr, on arrive au cockpit, et juste en dessous le cockpit, au niveau où il y a marqué Groupe Air France d'ailleurs, il y a une sorte de ligne. Et vous m'avez parlé justement de la nécessité finalement. Du plus. Sans ce petit bout de tôle qui doit faire 1,50 m de long et 20 cm de large, qui est situé des deux côtés, bien sûr, Concorde n'aurait pas pu voler parce que, contrairement à ce qu'on pense, c'est un artifice aérodynamique qui augmente la stabilité en lacet à basse vitesse. La stabilité en lacet, c'est en gros ce que fait la gouverne de direction. Donc si ces petits systèmes géniaux n'avait pas été développé et placé, qui pèse peut-être 5 kilos, il aurait fallu rajouter 1 tonne à l'arrière pour augmenter la dimension de la gouverne de direction et permettre à l'avion de cabrer un peu plus. Donc c'est à l'image de Concorde, c'est-à-dire il y a eu une somme de génie, et tout ça sortait de la tête des ingénieurs. Là, par exemple, ces systèmes ont été validés en soufflerie, mais à l'origine, ils ont fait Concorde avec la puissance d'ordinateur
pratiquement nul. Tout à la règle à calcul et à la table des dessins. Et ça, c'est un petit exemple d'un système sans lequel on peut dire que Concorde n'aurait certainement pas existé, quoi. Mais il y en a des exemples comme ça, il y en a dans tous les domaines quand on observe Concorde, c'est partout, quoi. C'est du génie humain, quoi. Alors, question actuelle, est-ce que l'IA, d'après vous, pourrait aujourd'hui recréer un Concorde ou autre chose? Est-ce que l'IA, justement, avec toute cette ingéniosité humaine, est-ce que l'IA pourrait faire quelque chose de peut-être même encore plus performant? Alors, je ne sais pas si l'IA pourrait concevoir, parce que moi, parfois, je l'interroge sur des sujets un tout petit peu techniques. Je la trouve pas très éduquée, quoi. Je pense que sur le plan littéraire, connaissance générale, elle est merveilleusement nourrie, mais sur les maths et sur le... Donc je sais pas, je sais pas. Et puis on sait pas non plus ce que va devenir l'IA. Et le problème de Concorde, c'est pas Concorde, c'est le transport supersonique. Et d'ailleurs, c'est le thème de ma conférence, c'est-à-dire, on a... En 60, quand on voit arriver le transport supersonique, puisque les compagnies ont été dépassées par le succès des avions à réaction. Et ils ont vu que les passagers, ils adoraient aller vite par rapport aux hélices. Donc, quand ils ont vu que les avions d'armes, ils volaient en supersonique, ils ont dit, naturellement, on va aller vers des avions de ligne supersoniques. Donc, dans les années 60, tout le monde voyait l'avenir supersonique. On commence à la construction, il faut une dizaine d'années pour réaliser que les problèmes qui se posent, comme le bang qui interdisent le survol des terres habitées, va porter un gros problème au transport supersonique. On s'aperçoit aussi qu'une cabine supersonique sera toujours très étroite. Elle ne sera jamais ronde comme les white body, là. Donc, il n'y aura jamais, dans un fuselage supersonique, la place pour mettre des sièges couchettes, par exemple. Donc, pas de vol de nuit pour les passagers. Nous, on a tenté, on a fait les premiers vols retour Rio, ils partaient à 20h, ils arrivaient à 7h du matin à Paris, dans le confort d'un regional jet, c'est-à-dire avec un tout petit peu un siège sans avoir fermé l'œil, donc. Je peux vous assurer que les passagers sur Rio, on n'en a pas eu, quoi. Donc, le vol supersonique impose un fuselage étroit, donc qui empêche le vol de nuit. Et la dernière chose qui n'apparaît pas au premier abord, c'est que autant vers l'ouest, c'est génial. Vous arrivez avant d'être parti, alors là tout le monde adore, c'est presque un élixir de longue vie. C'est vrai. Vous décollez à 11h de Paris, vous arrivez avant 9h du matin à Kennedy, vous passez il n'y a personne dans les regards, vous êtes tout de suite passé les formalités. Alors là, les gens ils sont enthousiastes. Mais ils rentrent la nuit en subsonique dans le 747. Pourquoi ? Parce que le vol retour, il leur bouffe leur journée, quoi. Et c'est pour ça qu'Air France a essayé 2 horaires. Un horaire qui décollait, moi celui que j'ai pratiqué, on décollait à 13h. Oui. Donc on se posait à 22h30. C'était génial. Pour l'équipage, c'est génial. Le matin, un petit footing dans Central Park. On voit les copains, on voyait l'équipage arriver à l'hôtel, on avait le temps, on avait un petit quart d'heure de bisous, potins et tout. 22h30, 23h, minuit, on était chez soi. Extraordinaire. Mais sauf que pour les passagers, c'est quand même l'objectif du vol. Oui. 22h30, il faut déjà être sûr qu'on a encore un taxi pour aller dans Paris. Puis surtout, il n'y a plus aucune correspondance. Et c'est pour ça que la Air France, à partir de 96, a mis un horaire à 8h du matin, au départ de New York. Alors vous voyez, 8h du matin, déjà vous mettez votre réveil du côté de 5h. Le salon Concorde, vous le traversez au pas de charge. Et quand vous arrivez dans l'avion, vous n'êtes pas dans l'esprit de champagne, caviar, tout ça. Vous êtes plutôt, j'aimerais me reposer. Et vous vous posez à 17h30 à Paris. Donc votre journée, elle est foutue. Alors vous avez des correspondances éventuellement, mais c'est... Donc les horaires vers l'Est, ça ne marche pas en supersonique. Parce que c'est valable dans tous les... Même New York,
Et nous, New York, on remplissait pas au retour. Donc, le seul tronçon qui était rentable, puisqu'on faisait du surbook à Air France, c'était Paris-New York. C'était même pas New York-Paris. Bonjour. Bonjour. C'est Bernard, ça va bien? Bonjour. Bonjour, Bernard Chara. Ah bah oui, c'est vrai, je me l'APCOS. souviens. Alors l'APCOS, est-ce qu'on peut parler de l'APCOS justement un petit peu? Oui, parlons de Non, non, mais au l'APCOS. contraire. L'APCOS, alors parce que vous êtes président de l'APCOS, Alors, l'APCOS, pour l'APCOS, nos auditeurs. L'APCOS, c'est l'association des professionnels de Concorde et du supersonique. Mais ça a été créé en 90 quand les premières générations partaient à la retraite et trouvaient dommage de ne pas maintenir de lien avec les gens de Toulouse qu'ils avaient côtoyés. Et oui. Donc, c'était une amicale, avec repas, visites, tout ça. Et à partir de 2003, au moment de l'arrêt d'exploitation de l'avion, on a été quelques-uns à se dire mais il faudrait un peu raconter l'histoire de cet avion parce que personne ne la connaît. C'est vrai, c'est vrai. Personne ne sait rien sur Concorde. C'est comme les gens qui sont très beaux, on voit qu'ils sont très beaux, mais on ne sait pas Qui ils sont vraiment. qui ils sont vraiment. Et là, Concorde, mais sur l'internet et partout. Donc depuis maintenant plus de 20 ans, on essaye d'écrire l'histoire. Moi, j'aime bien essayer de vulgariser la technique de Concorde parce que c'est pas parce qu'il est beau qu'il est pointu que c'est génial. Il est génial parce qu'il a volé pendant 27 ans et surtout, le travail qui a été fait pour réussir ce challenge incroyable de transporter des gens à Mach 2 doit être raconté et doit être connu. C'est historique en fait. Oui, c'est historique et vulgarisation technique parce que il y a des gens qui disent c'est super parce que ça fait du bruit. Non, il faut expliquer en quoi la propulsion Concorde mais c'est du génie à l'état pur, quoi. Oui, c'est du génie. C'est l'impossible rendu possible. Voilà. Et d'ailleurs, les Américains pensaient qu'on n'y arriverait pas. C'est parce qu'ils connaissaient bien quand même le vol supersonique sur leurs avions d'armes. Mais lorsque Concorde a été lancé, l'avion supersonique Mach 2 aux États-Unis, c'était le Convair Hustler, B-58 Hustler. C'est un appareil quadrimoteur. S'il y avait une panne moteur en croisière supersonique, il se désintégrait sur instabilité latérale. Donc, ils connaissaient le risque et le Concorde a répondu a réussi ce challenge. C'est pour ça d'ailleurs que les Américains se sont lancés plus tard que les Européens sur ce projet, parce qu'ils savaient que c'était un projet extrêmement difficile. Et aujourd'hui, donc, est-ce que vous voyez un autre avion qui pourrait, sans qu'il soit supersonique, mais qui pourrait quand même aller plus vite que les avions actuels? Alors là, je vais décevoir aussi. Moi, je vois plutôt un ralentissement des avions. Une diminution des Mach de croisière, parce que les compagnies aériennes aujourd'hui, elles font du greenwashing et vous laissent croire qu'en achetant 3 arbres, dont vous savez jamais que votre empreinte carbone, elle disparaît. Et aujourd'hui, c'est relativement, ce que font les compagnies aériennes est relativement insuffisant. Au dernier salon du Bourget, je suis allé voir les gens il y avait le nouveau moteur de Safran, qui est le successeur du moteur du CFM 56 qui était sur les premiers 320, qui est devenu le CFM, le LEAP. Et là, il parle du RISE. Et le RISE, il n'a plus du tout une allure de réacteur. Il y a une turbine avec des grandes hélices. C'est ce qu'on appelait à un moment les unducted fan, enfin voilà. C'est un avion qui est totalement différent. J'ai posé la question du Mach de croisière et ils m'ont répondu habilement. Nous, on est en concertation avec Airbus et bien sûr, le moteur sera développé. Et s'ils nous disent on accepte tel Mach de croisière, on dira avec ce Mach de croisière, voilà ce qu'on fait. Mais, entre guillemets, il est évident que si on veut descendre de 15 à 20% les consommations moteurs, il faudra réduire le nombre de Mach. Mais ça ne peut pas être fait par un constructeur seul. Ce qui va se faire, l'autre va dire, surtout les Américains, ils vont dire, nous on reste à Mach élevé. Donc, aujourd'hui, les Mach, si le transport aérien veut faire
des réelles économies carburant, il faudra, j'en suis convaincu, arrêter de voler à Mach 0,85 par exemple, qui entraîne d'ailleurs, parce qu'on ne le sait pas, mais on est dans un avion à Mach 0,85, mais la cellule est environnée de zones supersoniques. Si on veut vraiment retomber dans une aérodynamique totalement subsonique et totalement économique, je pense que oui. Mais je suis un des seuls à peu près à dire ça, donc j'ai tort. Et la forme des prochains aéronefs va-t-elle changer ? Moi, je crois beaucoup au changement des formes, mais tout ça c'est un ensemble de choses. On parle ce fameux blended wing, enfin où c'est une espèce comme une grosse grenouille là, où le fuselage serait, ce sera un fuselage autoporteur, mais là aussi avec des formes très rondes, donc on ralentit là. On va ralentir. Oui, forcément. Mais c'est tout le système du transport aérien qui doit évoluer là-dessus. Oui. Et avec la question primordiale, est-ce que l'on veut économiser du carburant ou pas? Alors, ce qui se passe actuellement aux États-Unis, c'est sûr que c'est pas pour demain, puisque les États-Unis disent, au contraire, on va retourner, et les États-Unis disent, on va relancer le transport supersonique. Mais ça, c'est le président Trump qui dit ça, qui a signé un décret pour annuler l'interdiction de survol des terres à vitesse supersonique. Alors c'est eux qui l'ont promulgué en premier, en pensant qu'ils vont être capables de faire des appareils de ce tonnage, là, 185, 200 tonnes, qui ne feront pas de bruit au sol, c'est un leurre. Il faudrait que l'ensemble du monde aéronautique s'avance du même pas. Ah oui. Parce que là, il faudrait qu'il y ait une compagnie courageuse qui dise, moi, je veux faire 20% de carburant en moins et utiliser que du SAF, là, et faire en sorte que elle dit moi je veux des avions qui consomment moins, donc faites-moi des avions, et là on verra, mais ça peut pas être il faut que les Américains reviennent à des notions plus, mais sur le vol supersonique, ce qui est lancé par Trump aux États-Unis n'est basé sur aucune nouveauté aérodynamique. Si on nous disait par exemple, on a découvert un système de plasma qui entoure l'avion, qui permet d'aller à vitesse supersonique sans qu'on fasse du bruit, ok. Mais non, il y a un avion démonstrateur, un avion de recherche à la NASA actuellement qui essaye d'atténuer le bang, mais c'est sur des formes classiques, alors donc très allongées, quoi. C'est tout. Bon, là aujourd'hui nous sommes encore avec Concorde et on leur restera longtemps, et je vois que les tout jeunes, par contre certains enfants ne connaissent pas Concorde, on leur dit Concorde mais ils ne savent pas. Par contre quand ils viennent au musée de l'air puis qu'ils voient cette forme, là, ils sont quand même impressionnés. On voit que ils se disent tiens, c'est pas un avion, je ne vais pas dire normal, mais il a quand même une shape, il a une différence de forme, et quand on leur raconte l'histoire, là ça les intéresse. C'est l'objectif de notre association, justement, de dire on va raconter l'histoire simplement, pour que les gens touchent du doigt le génie de cette génération qui a créé cette machine, quoi. Parce que moi je parle carrément de génération d'exception d'après-guerre. Parce que lorsqu'on sort de l'après-guerre, notre industrie est complètement dévastée. Oui. On ne sait même pas ce que c'est qu'un appareil à réaction. On ne sait même pas, on ne fabrique pas de turboréacteurs. Et donc la fin de la guerre 45, et en 58, on sort la Caravelle, qui est quand même un avion de ligne qui a fonctionné bien. Juste après les Anglais, le Comet qui malheureusement a eu des problèmes de structure. Mais on sort la Caravelle, qui est un avion abouti. Et dans les mêmes années, le Mirage 3, qui est le premier chasseur européen Mach 2 opérationnel, c'est dire l'énergie de ces gens-là. Et ça veut dire que dans la foulée, ils arrivent, ça veut dire que les bureaux d'études, les décideurs, les directeurs, tout ça sont des gens vraiment possédés par alignés sur leur but. Et de grande valeur. Donc il y a dû avoir une sélection rapide comme il y a quand ça se passe dans ces moments-là. Et en 62, on leur dit, voilà, superbe challenge qu'on vous propose, et ils s'y mettent. Et je vais plus loin.
Ils construisent Concorde, ils réussissent Concorde, et dans la foulée, ils lancent Airbus. Ce sont les mêmes. Après, Airbus vit sa vie. Mais pour lancer l'Airbus A300, moi je le dis très clairement, il fallait être encore plus courageux que lancer le Concorde. Parce que lancer le Concorde, dans les années 60, tout le monde trouvait ça normal. Mais lancer l'A300 quand ils l'ont fait, le premier moyen courrier, bimoteur, gros porteur, personne n'y croyait. C'est pour ça qu'ils ont pu pénétrer le marché américain. Parce que le Boeing n'avait pas la riposte. Ils ont mis 10 ans à faire le Boeing 767, sinon ils l'auraient bloqué. Et donc, génie des décideurs, comme Henry Ziegler, qui est parmi les pères de l'Airbus 300, et puis toute cette génération, on y va, et Airbus aujourd'hui est le premier constructeur mondial. Pour parler du génie de ces gens-là, pour lancer l'Airbus 300, Bernard Latière, il ne vendait pas la 300, il fallait arriver le marché américain. Il a prêté 4 A300 à Eastern Airlines. Prêté. Il a dit voilà. Voilà, oui. On vous les prête pendant 6 mois. Vous allez. Et au bout des 6 mois, un avion qui était plus économique, pas de panne, qui correspondait aux besoins de la compagnie, ils ont acheté. Et ça a été l'envol de. Et comme le Boeing 767, à partir du jour où Eastern a acheté, ils ont dû mettre 6 ans encore. Ça a permis, l'A300 a commencé à inonder le marché américain. Et tout ça, c'est cette dynamique d'après-guerre et de cette génération exceptionnelle à tous les niveaux. Hein. Vous savez, quand ils font en 73 avec le Concorde pré-série, qui était pratiquement abouti. Ce n'est pas encore l'avion de ligne, mais pas loin. Il avait le rang. Ils font la première traversée des États-Unis pour de vrai. Septembre 73, ils arrivent à avoir l'accord, ils font Washington-Orly. Ils ont dans cet avion, ils ont 32 sièges. Ils avaient déjà compris qu'il fallait qu'ils montent Concorde à des visiteurs, donc au Salon du Bourget. Et là, ils disent on va mettre 32 passagers pour quelque chose qui n'avait jamais été fait. Traverser l'Atlantique à Mach 2, eh bien ils mettent là-dedans les ambassadeurs, les directeurs de compagnies aériennes, British Airways, que des VIP pour un vol d'essai. Aujourd'hui, jamais on pourrait faire ça. En 73. Septembre 73. Ah, oui. Ils ont emmené le président de la République aux Açores sur le proto, sur celui-là. Ah, oui. Ils ont emmené Pompidou aux Açores dans un avion prototype. Ouais. Vous imaginez aujourd'hui, surtout un prototype, c'était un vrai prototype, hein, c'était pas... Parce qu'aujourd'hui, même un prototype d'avion de ligne, il est safe. Mais là, donc, vraiment une génération à tous les niveaux de gens extrêmement engagés, volontaires, enthousiastes. C'est peut-être pour ça, pardonnez-moi, mais que je pensais aux pionniers. Un peu l'esprit pionnier dans ce sens. C'est sûr. On y va tous, allez, on y croit, on n'a jamais fait, on va le faire. Voilà. Enfin, il y a une force là, un dynamisme. Il fallait que ça se fasse, en fait. Merci beaucoup. Oui, il y a tellement encore à dire. Merci beaucoup, Pierre. C'est vrai que si on commence à faire parler, sur Concorde. Non, mais j'ai trouvé tellement de choses extraordinaires sur l'installation motrice. Ouais. À la Poste, on a fait des enregistrements de gens, dont beaucoup de Toulouse, beaucoup sont décédés aujourd'hui. Un jour, on interview Dudley Collard, qui est toujours vivant, qui est à Toulouse, et qui était surnommé par Henri Perrier Monsieur Aérodynamique Concorde. Et lui, il nous a raconté des histoires sur l'aérodynamique, sur les entrées d'air. Un gamin M. Jacques Lénard, c'est lui qui a trouvé le principe de l'entrée d'air Concorde, et qui a mis une vingtaine d'années à être prouvé par ordinateur par des Japonais. Mais il l'a fait par empirisme. Il n'avait pas 30 ans, il était à l'ONERA. Son chef lui dit, bon, il y en a marre que ce soit Dassault qui
qui soient les rois des entrées d'air. Alors mon petit Jackie, là, vous allez travailler là-dessus, je vous donne 2 ou 3 techniciens. Et il a travaillé sur l'entrée d'air bidimensionnelle, celle de Concorde, et il a celle qui était prévue pour Concorde, et il a trouvé un mode de fonctionnement qui a permis de gagner 10% de rendement. Alors ça ne vous dit pas grand-chose, mais normalement Concorde devait partir avec une entrée d'air avec 85% de rendement, eux ils sont allés à 80. Eh bien, 1% de rendement sur l'entrée d'air, c'est un passager sur Paris-New York. Ils ont réussi à faire l'équivalent. Donc là, rien qu'avec le principe d'entrée d'air, c'est 30 passagers. Tout est calculé. Mais tout est comme ça, quoi. Non, c'est plein de belles histoires. Oui. On lit Air France, British Aircraft Corporation, qui fait face à Air France. Parce qu'en fait, il y avait aussi le Concorde British Airways. Et il y avait un beau slogan, c'était To fly, to serve, chez British Airways. Ah bon? Oui. Ah oui, to fly, to serve. To fly. Bonjour Bernard. Vous allez bien? Bonjour. Bernard Combel, qui a été le directeur de la maintenance Concorde. Ah ben voilà. Airbus et Concorde. J'avais tout. Oui, Ah oui, en effet. parce que souvent, il y a Hubert Potin qui va passer, qui était le responsable du SAPP, c'est-à-dire QN, donc la partie Concorde. Et toi, tu chapeautais l'ensemble. Moi, j'étais le chef de division de l'entretien Airbus et Concorde à l'époque. Et Hubert, je l'ai connu dès qu'il est sorti de Vigenis, il était un de mes mécanos. Puis il est monté. Voilà. Jusqu'à devenir le chef de l'entretien Concorde. On s'est bien amusé, je peux vous dire qu'on s'est bien amusé. C'était passionnant. Et aujourd'hui, donc, vous êtes là et... Aujourd'hui, je suis à la retraite, je fais du planeur. Je suis instructeur pilote planeur. Ah oui, en effet. Et puis je m'amuse bien et je continue à m'amuser. En fait, c'est une passion, le vol, et en même temps... Ça a commencé en 1959 par là, ou 60. On habitait à Toulouse, mes parents, mon père était ingénieur à l'EDF, et il nous a amenés avec mes frères et sœurs au salon aéronautique de Franck Hazard, qui était la base aérienne de Toulouse, la base aérienne militaire de Toulouse. Et là, on a passé la journée sous des avions, des Nord-Atlas, des machins comme ça, c'était incroyable. Je les voyais passer au-dessus de ma tête toute la journée, parce que c'était pendant la guerre d'Algérie. Et quand j'ai vu tout ça, ça m'a fait tilt, et puis je suis resté accroché à ça, et puis voilà. Comme beaucoup, et par contre, vous en avez fait vraiment votre métier, et c'est ça Ah oui, que jusqu'au bout. Tout à fait. Et vous volez donc où ça Je vole à Soissons en planeur et Ah à oui. Logne en avion. Parce que j'ai un petit avion à moi, que j'entretiens moi-même. Évidemment. Et Concorde, vous venez le voir au Bourget. Non, c'est la première fois que je viens ici, Ah bon depuis qu'il est là. Je n'étais jamais venu dans ce Alors, vol jusque-là. quel effet ça vous fait? Un peu d'émotion quand même. Oui, J'en ai passé des heures sous cet avion, je peux vous Ouais. dire. Avec des problèmes et des problèmes et des problèmes et des solutions. vous entendez encore le son? Oui, j'ai des acouphènes. Les vibrations, tout. Ça faisait un barouf l'enfer, oui, les moteurs, quand on démarrait les moteurs avant que l'avion s'en aille, on était dessous avec les mécanos pour que tout se passe bien. Ça faisait un barouf d'enfer. Voilà, tout le monde est autour de Concorde aujourd'hui. Ouais. Oui, ça vous surprend pas, oui. Et oui, Ça ne me surprend pas. Merci beaucoup, monsieur. Au revoir, madame. beaucoup de visiteurs, y compris Bah ouais, des c'est enfants. Un demi-siècle quand même. Hein. Oui, un demi-siècle, Moi, exactement. j'ai commencé sur la machine à 27 ans. Oui, Je l'ai quitté en 90, c'est-à-dire que j'avais carrément 41 ans. Donc j'ai passé pas mal de temps à traiter les problèmes de cette machine. il y en avait beaucoup. Oui, c'était un avion très compliqué. Très spécial, en fait. C'est un avion très compliqué parce Ouais. qu'il y a deux avions dans le même, il y a deux types de systèmes. Vous avez de quoi faire marcher un avion supersonique et de quoi faire marcher un avion subsonique. Ouais, Ça ouais. complique énormément les choses. Et en plus, tout ça, c'est tassé dans un volume minimum pour faire le moins de poids possible, le moins de volume possible. Et donc pour les mécaniciens, c'était
très compliqué. Très compliqué. Mais enfin, ça en est sorti. Mais c'est une machine qui a été précurseur sur tout un tas de systèmes, c'est incroyable. Ça a été dessiné à la planche à dessin, au crayon et à la planche à dessin. Il n'y avait pas d'ordinateur. Ça n'existait pas, les ordinateurs. Donc tout a été fait à la main, quoi. Les calculs étaient faits avec la table de log, quoi. Et ils ont innové tellement que tous les systèmes qui ont été mis au point sur Concorde ont servi ensuite de prototype pour toute la chaîne Airbus. Oui. Donc l'Airbus, c'est le fils du Concorde, quoi. Toutes les ça. technologies qui ont été développées pour le Concorde ont été ensuite appliquées à l'Airbus, qui a coûté beaucoup moins cher à développer. Forcément, parce que l'industrie avait déjà travaillé à tout ça. Et oui. Les freins carbone, par exemple, c'est le premier avion civil qui a eu des freins en carbone. Il n'y en avait pas d'autres. Les autres, ils avaient des freins en acier qui pesaient un âne mort. Vous voyez ? Les commandes de vol électriques, c'est pareil. Le premier avion civil à avoir des commandes de vol électriques. Qui ensuite ont été mises sur l'A320 en 88, pas avant. Et je passe sur tout un tas de choses. Oui. Bravo Voilà, Concorde, bien amusé. bravo l'équipe, bravo l'industrie. Hein, bravo à vous. Bah oui. Hein, c'est important. Mais c'était une équipe, hein. Bah oui, c'est ça. On était une équipe. Quand je suis arrivé, on était 50. En 76. La division, c'était 50 personnes. Quand je suis parti, c'était 400 personnes. On avait... Donc ça. Ben oui, on avait toute la flotte Airbus, faut on cinq. se cognait. Hein. On avait oui. tous les A300, les A310, les A320, les A340 qui commençaient à arriver. Ça faisait beaucoup d'avions. Eh bien, merci. Ben de rien, je vous en prie. Et excellente journée avec Concorde. Je remercie Monsieur Pierre Grange particulièrement d'avoir accepté ce témoignage spontané juste avant sa conférence sur Concorde. Monsieur Pierre Grange, pilote Concorde et président de l'APCOS. Je vous dis à très bientôt pour d'autres émissions sur YouTube Envol et Sillage, Catherine Indiana Loubet.